Il n'y a pas assez d'offres par rapport à l'évolution démographique d'Israël, que les taux d'intérêt qu'on peut prendre sur le marché hypothécaire qu'on appelle en Israël mashkanta sont extrêmement faibles et bien entendu souvent moins faibles que l'inflation. Comme chaque mercredi fidèle au poste, nous retrouvons le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous avez survolé pour nous la presse économique de ces derniers jours et il est très clair que le fameux plan économique de Bennett et Lieberman est en haut des manchettes des grands quotidiens économiques, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Lieberman-Bennett. Oui, Lieberman-Bennett. Qu'est-ce que j'ai dit? Bennett-Lieberman. Oui, Lieberman-Bennett, Bennett-Lieberman. On dit que c'est... Oui. D'abord, il faut rappeler qu'hier, vous en avez parlé, j'ai entendu maintenant dans la revue de presse, bien entendu, sont tombés les chiffres de l'inflation pour le mois de janvier. C'est-à-dire, en un an, pour la première fois depuis 10 ans au moins, l'inflation d'Israël est à 3,1%, c'est-à-dire plus que ce que s'est engagé la Banque d'Israël qui disait toujours entre 1 et 3. Jusqu'à maintenant, ces dernières années, toujours c'était en dessous de ce qui avait été prévu et pour la première fois, on est un peu au-dessus. Comme on le rappelle souvent, c'est pas seulement un problème israélien, c'est un problème mondial qui s'est passé maintenant dans la croissance après Corona. Il faut rappeler en Amérique 7,5% par an, dans l'OCDE plus de 5%. Et donc Israël est justement dans la moyenne des pays les plus bas à ce niveau-là. Maintenant, il faut le souligner, bien entendu, il y a le problème de l'augmentation des prix de l'immobilier qui est à 11% en un an. Ce n'est pas quelque chose de différent. D'abord, il faut dire que les prix de l'immobilier ne sont pas mis dans l'inflation générale des prix qui sont publiés ici. Ça veut dire que c'est 3% l'augmentation de l'immobilier n'est pas dans les 3%? Ouais, exactement. Ils ont enlevé ça, ça faisait trop augmenter le prix. Oui. C'est une manière aussi d'agir. C'est-à-dire qu'ils ont souvent étudié ce sujet, ils se sont rendus compte que certaines choses comme la location est pris dedans, mais pas les prix de l'immobilier lui-même. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les chiffres de janvier, c'est les chiffres de novembre-décembre qui sont donnés, d'une augmentation de 1,5% par rapport à la période précédente. Et si on parle justement des prix de l'immobilier, il faut rappeler que d'abord c'est quelque chose de structurel, qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à l'évolution démographique d'Israël, que les taux d'intérêt qu'on peut prendre sur le marché hypothécaire qu'on appelle en Israël mashkanta sont extrêmement faibles et bien entendu souvent moins faibles que l'inflation. C'est 3,5%, mais il y a même une partie du prêt là-bas qui est autour de 1%. Et d'ailleurs, la Banque d'Israël a souligné récemment qu'elle est inquiète. Ce qu'elle voit, c'est que les gens empruntent de plus en plus et à une plus longue période. C'est maintenant, au lieu d'être 23 ans, 20-25 ans que c'était avant, maintenant c'est souvent vers 30 ans que les gens s'endettent. Et bien entendu, parce que ça veut dire qu'ils achètent plus cher et donc ils s'endettent encore plus longtemps. Et on a toujours peur, bien entendu, de ce qu'on appelait la crise de subprime aux États-Unis, distorsion entre les prix de l'immobilier et ce que les gens peuvent rembourser après. Et bien entendu, il faut maintenant, je crois, 150 mois de salaire moyen pour payer un appartement, alors qu'il y a plusieurs années, c'était autour de 100. Et c'est effectivement un grand problème, surtout pour ceux qui n'ont pas d'appartement. Je voudrais dire une toute petite chose d'ailleurs à ce sujet. J'ai eu quelqu'un, un Olé de France, il est en France à l'heure actuelle, il m'a appelé et il m'a demandé conseil parce que il payait très cher une mashkanta qu'il a pris il y a 2 ans. Je voudrais redire, c'était des taux d'intérêt dans une banque, la banque Mizrahi qui donne beaucoup, qui était à mon avis le double, voire le triple de ce que les gens payent d'habitude. Et je redis ici que les gens, avant qu'ils fassent ça, qu'ils prennent conseil auprès de Kalita, je suis conseiller économique et financier. Il y a le service Kalitime sous Sarah Simcha Ibn Kamoun et le Mitsu Sruyot d'Ayala Bloom. Et tout de suite, on répond et on donne un avis, qu'est-ce qu'il faut faire. On peut aussi envoyer à des professionnels, mais c'est important de le dire à ce niveau-là, faire très attention quand vous prenez des mashkanta. Maintenant, pour revenir au sujet de ce que vous avez dit, je dirais plutôt Lieberman a proposé, et Bennett était à côté, un plan
justement lutter contre la vie chère, c'est-à-dire les dégâts que la vie chère avait donnés. C'est un plan de 4 milliards de shekels. Et ça a beaucoup énervé les différents acteurs économiques, y compris les députés de la majorité, parce que de notre côté, on a eu des chiffres maintenant en janvier du budget. Le budget israélien en janvier a été bénéficiaire, c'est-à-dire c'est pas un déficit, on a eu au contraire plus de recettes que de dépenses, et pas seulement ça, les recettes ont atteint 48 milliards de shekels. C'est les achats, les importations de voitures, ce sont beaucoup d'achats d'immobilier, bien que les mashkatot eux-mêmes ont un peu baissé, mais en tout cas les gens continuent à acheter, et donc quand je dis qu'on a un peu baissé, j'ai dit que les gens achètent plus, mais c'est-à-dire que par rapport au mois de décembre où ça avait été 12 milliards de shekels, ils ont pris maintenant 9 milliards de shekels, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de l'argent qui est quand même donné à l'État. Et donc, les députés de la majorité voient ça, et l'ensemble des acteurs économiques, comme par exemple les indépendants, où il n'y a rien eu dans le plan qui a été donné. C'est un plan de 4 milliards de shekels qui venait donner à certains ménages qui travaillent un peu d'aide. En gros, c'était ça qui avait été fait. Et rien du tout pour ce qui était les indépendants. Alors, Lieberman a parlé hier à la commission des économiques et a dit qu'il préparait un plan que dans 2 semaines, il verrait. Il veut d'abord voir, comme il voit qu'il y a beaucoup de recettes de l'État, il dit non, d'après moi, les indépendants n'ont pas été touchés, mais il a dit quand même qu'il prépare un plan et dans 2 semaines, il va dire qu'est-ce qu'il veut faire pour les indépendants. Alors, on va parler maintenant de notre domaine, mais toujours économique et commercial. Il y a un secteur qui a été touché par la crise entre l'Ukraine et la Russie. Lequel c'est ? Oui. Moi, ça m'a étonné, je ne savais pas. Il y a énormément d'employés de sociétés israéliennes de haute technologie d'informatique qui sont là-bas pour faire de l'analyse qu'on appelle, ils développent des programmes tournant en hébreu, donc dans l'ordinateur. Oui. Apparemment, ce sont des gens qui coûtent moins cher que ce qui pourrait être en Israël, et donc ils travaillent. Il y a beaucoup. On sous-traite ce travail. On travaille pour Israël. C'est pas des Israéliens, je pense, c'est beaucoup d'employés. Et ils ont été interrogés. Il y a des centaines de sociétés israéliennes, des milliers d'employés qui travaillent pour eux là-bas en Ukraine, et on a demandé aux sociétés israéliennes qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit d'abord, on a eu en 2014 la même chose, et on n'avait pas été tellement touchés. Nous parlons à nos employés là-bas. Pour l'instant, je suppose que vous avez eu le même écho, que la population elle-même se prépare, mais il n'y a pas d'affolement, et donc la vie économique et du travail... Il y a plus d'affolement en Israël qu'en Ukraine. Oui, et la vie donc économique et du travail continue normalement. Maintenant, ce qui est intéressant, ils ont dit, on a un plan de retrait. Au cas où il y aurait un problème pour ces gens-là de travailler, on peut les mettre dans les pays limitrophes, en Pologne, à Chypre, ou même en Europe, au Portugal. Donc, ils ont des endroits où ils ont déjà prévu qu'ils pourraient travailler pour ne pas que le travail cesse. Bien entendu, c'est du télétravail. Donc, l'entreprise n'a pas... c'est pas tellement important d'où ces gens-là font le travail pour la société. Alors, on va maintenant parler d'une acquisition importante dans le marché de la haute technologie. Intel a racheté Tower, une société de semi-conducteurs israélienne, pour la bagatelle de 6 milliards de dollars. Oui, c'est la deuxième acquisition en chiffres absolus. Mobileye, on en avait parlé, là, 15 milliards de dollars. Ouais. Et là, 6 milliards de dollars, à peu près 6 milliards de dollars. Ce qui est intéressant d'abord de montrer, j'aime le faire. C'est une société qui était, dans les années 2005, même jusqu'à 2010, en extrême difficulté. Elle avait emprunté... C'est une société de Migdal HaEmek, si je ne m'abuse. Exactement. C'est une vieille société, c'est pas une société start-up, on peut dire. Tout à fait. Elle avait même emprunté à la banque Hapoalim des sommes importantes. Et elle a dit, je peux plus te payer. Et alors, la banque a été même obligée de transformer son emprunt en actions. Et donc, ça allait très mal. Et est venu un PDG mormon, on dit, qui a repris les choses en main. Et il a eu une stratégie qui a été d'acheter des entreprises qui n'étaient pas chèrement chères dans son domaine des semi-conducteurs. Et il a eu de ces sociétés, grâce à ces sociétés, encore beaucoup plus un marché de clients qu'il a pu avoir par rapport à ça. Il a fait après des associations avec des sociétés comme Panasonic qui sont connues, et depuis 2015, ça va extrêmement bien. Maintenant, on l'a dit ici souvent, il y a dans le monde entier un manque de semi-conducteurs. Et pour Intel, c'est un grand problème, surtout qu'elle est en concurrence avec la société AMD.
Et alors, elle avait même pensé faire une nouvelle implantation aux États-Unis, elle-même une tête de 20 milliards de dollars. Et elle voit maintenant une société comme Tower qui produit des semi-conducteurs d'ailleurs de façon analogique, c'est-à-dire c'est pas je dirais le premier développement à la pointe, mais bien sûr que ça marche, bien sûr c'est quelque chose de nouveau, mais c'est pas les derniers produits, mais ce sont des semi-conducteurs qui servent dans énormément de choses. Elle produit pour les téléphones cellulaires, elle produit pour les voitures et pour les matériels, pour les caméras, etc. Donc pour la vie pratique et énormément. Et elle a donc un réseau de clients. Et donc, il faut savoir que quand elle a racheté cette société, c'est une société qui est cotée en bourse d'ailleurs, et en Israël aux États-Unis. Elle valait à la veille un peu plus de 3 milliards de dollars. C'est-à-dire, il y a eu Intel a payé 60% en plus du prix du marché. Ah oui. Et donc, en un jour, l'action a augmenté de 49%. Et au Nasdaq et en Israël. D'abord, c'est bien pour tous les gens qui ont des portefeuilles, pour les gens qui ont des retraites, parce que les sociétés d'investissement en Israël, ce qu'on appelle Mosdim, qui investissent pour les gens, aiment beaucoup cette société Tower, et donc ils auront des très bons plus-values grâce à cette exit, comme on dit, et ça va les faire profiter aux épargnants, et c'est une bonne chose. L'État aussi va en profiter d'ailleurs. Alors, on va terminer par un dossier qui est plus, on va dire, juridique, puisque la commission d'éthique des avocats israéliens interdit aux avocats l'utilisation de Gmail parce qu'il serait trop peu sûr. Pourquoi ? Oui, on a beaucoup parlé, et à Kalita aussi, de Pegasus. Oui. Et souvent, les choses qui sont plus importantes ne sont pas prises en cause, et c'est pour ça qu'on regarde des fois dans la presse économique. D'ailleurs, c'est dans Globes. Vous vous dites que c'est un sujet juridique, mais c'est un sujet qui a été amené dans Globes, qui était un journal économique, de cette décision de la commission d'éthique des avocats. Pour prendre cette décision, le comité d'éthique donc des avocats a réuni les représentants qui s'occupent de cyber dans le gouvernement israélien. Il y a une autorité qui est chargée de voir quels sont pour Israël les dangers stratégiques d'une attaque cyber. Elle a aussi convoqué le ministère de la Justice, les représentants du ministère de la Justice concernant les conseils et concernant les lois. Et ils ont dit, voilà, on a fait un audit et on peut vous dire comme ça, utilisez Gmail, tout le monde le connaît, c'est une application qui nous permet d'envoyer des mails et de façon gratuite. Et eux, ils ont dit, étant donné que c'est une application gratuite, elle ne donne pas, point de vue de sécurité des points que nous avons analysés, assez de sécurité pour les avocats face à leurs clients. Et donc, le métier d'avocat est un métier où il faut énormément que les documents et les rapports entre le client et l'avocat soient protégés. Et nous considérons qu'une application qui est gratuite, comme Gmail, ne donne pas assez de sécurité à ce niveau-là. Et donc, elle a dit, si un avocat maintenant utilise Gmail, il sera soumis à des sanctions, ce qu'on appelle din mashmati. Ils peuvent avoir des sanctions au niveau de la Chambre des avocats. Maintenant, il y a eu un tollé de la part des avocats en disant comment vous nous demandez tout d'un coup d'arrêter d'utiliser Gmail, ça nous demande du temps. Alors, pour l'instant, le chef de tous les avocats a décidé de surcroît un petit peu à cette mesure, mais je le dis ça parce que je voulais montrer aussi à vous tous qu'il y a des choses qu'on utilise maintenant et qu'il faut savoir qu'ils sont pas sûrs obligatoirement au point de vue de ce qui est à l'intérieur des messages qu'on envoie. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour ce survol de la presse économique, toujours très complet, très diversifié et complet. Merci d'avoir été avec nous ce matin.